Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Olivier Mouton reçoit Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UCL, qui partagera les résultats de sa dernière étude sur le poids de l'administration publique en Belgique. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trens Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Le deuxième volet qui vient de sortir, il évoque le poids de la fonction publique, au sens large, aux différents niveaux de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est obèse en Belgique ? Mais je ne voudrais pas utiliser le terme d'obésité. Ça, c'était l'objet du premier rapport, de construire une espèce d'indice d'obésité des mandats politiques, et où on avait obtenu le résultat que le taux d'obésité était 2 fois plus élevé. L'indice de masse politique était 2 fois plus élevé en Wallonie, donc par habitant. On avait 2 fois plus de mandataires politiques qu'en Flandre. Et donc ça avait suscité pas mal de réactions, et puisqu'on avait déjà au niveau belge de l'ordre 1 politicien par kilomètre carré, plus de 30 000 mandataires politiques pour une surface de 30 000 km². Ici, ce qu'on regarde plutôt, c'est de définir d'abord c'est quoi un emploi public, ce qui n'est pas une chose évidente à faire, et comment on le mesure. Et alors, on a décidé de le mesurer en équivalent temps plein plutôt qu'en unité. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de temps partiel, en fait, dans la fonction publique que dans le privé. Ne prenons que l'enseignement, par exemple. On sait que 80% des enseignants sont des femmes et que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Mais donc, le résultat, ce n'est pas une obésité. Mais enfin, par rapport à la Flandre, mais au niveau, en comparaison avec l'Europe, on est quand même substantiellement plus cher et substantiellement plus nourri. Oui, c'est 2 choses distinctes, le coût et les effectifs. Donc en termes d'effectifs par habitant, on est autour de 10 emplois publics au sens large, c'est-à-dire l'administration, plus les enseignants, plus les emplois fortement subsidiés tels que les soins de santé et l'aide sociale. Donc on est autour de 10 emplois publics par habitant en Wallonie, 11 emplois publics pour la Flandre, des chiffres tout à fait comparables, il n'y a pas de grands écarts. Et par rapport à l'Europe, on n'est pas non plus largement au-dessus. Donc ça, c'est pour les effectifs. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on les exprime par rapport à l'emploi total, donc la part de l'emploi public dans l'emploi total, là, on trouve de gros écarts entre la Wallonie et la Flandre. Mais c'est simplement dû au fait qu'on a beaucoup moins d'emplois privés en Wallonie qu'en Flandre. Et donc, on a des parts qui peuvent aller jusqu'à 30% dans certaines provinces, notamment la province du Luxembourg, dont on parle peu, par rapport à la province de Flandre occidentale, où là, on a effectivement 17% de taux d'emploi public, part de l'emploi public dans l'emploi total. Donc ça, c'est vraiment dû, en fait, ce qu'on veut montrer dans le rapport, c'est qu'on a surtout un déficit d'emploi au sens large, donc d'emploi privé en Wallonie, et notamment dans certaines provinces par rapport à la Flandre. Et idem par rapport à l'Europe. Donc on a des taux d'emploi qui globalement sont en dessous de la moyenne européenne. Ça, c'est le problème. Maintenant, vous avez raison sur les coûts, donc les dépenses publiques. Et ça, on va y venir. Donc on a aussi regardé l'évolution des dépenses publiques. Et là, effectivement, si par exemple on se compare en termes d'emploi, de dépenses publiques, mais les dépenses publiques, ce n'est pas seulement les rémunérations des enseignants, les rémunérations des fonctionnaires, c'est aussi tout ce qui est dépenses sociales. Et notre modèle, en fait, de sécurité sociale. Là, on constate que si on se compare par rapport aux Pays-Bas, on dépense par habitant, on dépense plus de 3 000 € en plus par habitant qu'aux Pays-Bas. Or, aux Pays-Bas, on n'a pas un taux de pauvreté plus élevé que la Belgique. Au contraire, le taux de pauvreté est plus faible, y compris chez les personnes plus âgées. Mais donc ça veut dire, si j'entends bien, qu'un équivalent temps plein, vu qu'on n'est pas dans une proportion démesurée par rapport à un autre pays, un équivalent temps plein en Belgique coûte beaucoup plus cher. En équivalent temps plein que dans un autre pays, s'il n'y en a pas beaucoup plus. Non, mais vous devez ajouter, au-delà de la rémunération, toutes les dépenses de transfert. C'est ça qui fait la grosse différence. Donc, c'est notre modèle social, en fait, de sécurité sociale. Et notre modèle social, en quelque sorte, de protection des personnes âgées, de protection des personnes malades, repose presque intégralement sur l'État, en fait. Le modèle des Pays-Bas, c'est un modèle plus mixte, où en fait, il y a aussi un rôle pour les assurances complémentaires, un rôle pour les pensions complémentaires qui viennent en quelque sorte accompagner
l'intervention publique. Chez nous, c'est tout à l'État. Et donc ça se traduit par des dépenses publiques beaucoup plus élevées. Et donc ça interpelle aussi sur la question de savoir est-ce que c'est le modèle le plus efficace ? Puisqu'on constate qu'on a des taux de pauvreté chez les seniors notamment plus élevés que pour les Pays-Bas. L'état de santé de la population est moins bon qu'aux Pays-Bas. Or, ils ont un modèle social en termes d'assurance complémentaire pour les soins de santé qui est organisé différemment, une espèce de partenariat public-privé. Donc ça, c'est vraiment là l'interpellation. Quelque part, cette étude montre, Bardot-Wever a repris maintenant les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral. On sait que sur la table, il y a la question budgétaire, il y a la question des réformes. On y est là, en fait, quand on parle on est sur les réformes, notamment sur les réformes de notre modèle social et de la sécurité des pensions, sociale. Par exemple. Exactement. Alexis Bertrand dit dans un entretien pour Trends cette semaine que c'est sans doute le plus gros scandale, les pensions. Est-ce qu'on en est là ? Mais sur les pensions, le gros scandale, c'est qu'effectivement, si on compare une pension d'un fonctionnaire statutaire moyenne par rapport à une pension d'un salarié, qui peut aussi être quelqu'un qui travaille dans le secteur public, mais qui est contractuel, comme une infirmière par exemple, c'est du simple au double. Et donc, cette différence-là interpelle. Alors, on va vous dire, oui, mais les gens qui sont fonctionnaires ont des pensions qui sont plus élevées parce qu'ils n'ont pas de pension complémentaire. Mais la pension complémentaire, aujourd'hui, c'est très peu. C'est très peu. Ça ne couvre pas la différence. Et donc, le vrai débat, c'est ça. C'est là que se trouve la vraie injustice. Et donc, soit on développe les pensions complémentaires, ce qu'on a toujours promis de faire, mais ce que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. Donc, ça demande un effort considérable pour développer ces pensions complémentaires, que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional, mais aussi au niveau local, parce que c'était aussi ça l'enjeu. Au niveau local, on va développer les pensions complémentaires pour les fonctionnaires locaux. Et jusqu'à présent, ça ne s'est pas vraiment fait. Et donc, on se retrouve avec des pensions complémentaires qui sont très faibles et qui ne suffisent pas à combler la différence. Et donc, on doit se poser la question de la soutenabilité de ce modèle où le gouvernement précédent, tout ce qu'il a fait pour les pensions légales, c'est d'augmenter les pensions légales. Parce que le coût des pensions augmente considérablement. Enfin, ça, on le sait. On a un dérapage total. Donc, on a augmenté les pensions moyennes au moment même où le nombre de pensionnés augmente. Et donc là, et au moment où la population en âge de travailler diminue, c'est elle qui supporte en fait le coût des pensions. Donc, on doit combler les différences par du financement alternatif qui ne cesse de croître. Aujourd'hui, ce financement alternatif, sur un coût total des pensions qui dépasse les 65 milliards, eh bien, plus de 40% sont pris en charge par le budget d'État. La variable d'ajustement, c'est le budget d'État, c'est le contribuable qui doit payer la différence. 40% de plus de 60 milliards, c'est considérable en fait, comme montant. Oui, d'ailleurs, de manière générale, quand on analyse le budget de l'État fédéral, ce que Bardot-Wever doit faire minutieusement pour le moment, on se rend compte que la seule solution, ce sont les réformes sociales, parce que les dépenses primaires dans les grandes missions régaliennes de l'État, elles sont déjà à la corde en fait. Tout à fait. Donc ça se voit dans nos chiffres, par exemple. Quand on regarde tous les effectifs en équivalent temps plein, on n'a plus que 2 emplois sur 10 dans la fonction publique qui sont au niveau fédéral. On ne peut plus réduire plus. Et tout ce qu'on a fait, ça s'est fait comment ? En fait, ça s'est fait par des transferts d'effectifs vers les régions et vers les pouvoirs locaux. Et ça s'est fait par des non-remplacements des départs à la pension. Donc là, on atteint quelque part l'os. Si on veut plus aller, si on va au-delà, on risque d'entamer en fait les fonctions régaliennes qui sont essentielles. La sécurité, quand même, elle est essentielle. La défense, dans laquelle on va devoir investir. La défense, où on investit trop peu. Très clairement, on n'aura pas le choix. Donc, ces fonctions régaliennes de coordination et de centrale, elles doivent être assurées au niveau fédéral. Donc, on a besoin de ça. Notre sécurité sociale est organisée encore au niveau fédéral, bien heureusement. Mais clairement, on a vraiment un vrai défi ici, c'est que le dérapage des finances publiques, il est structurellement lié au dérapage dans la gestion de nos pensions. Tout simplement, nous n'avons rien réformé. Tout ce qu'on a fait, c'est aggraver la situation. Oui, d'ailleurs, le Conseil central de l'économie vient de publier un rapport qui, sans grande surprise, dit « Attention, si on ne réforme pas rapidement, les comptes vont déraper davantage encore ». On a vu la situation de la France où, l'air de rien, pendant qu'on ne réformait pas, ça a sérieusement dérapé. On en est là aujourd'hui, en fait. Alors que le gouvernement tarde à être formé, on devrait agir rapidement. Oui, donc le Conseil central de l'économie, mais aussi le Bureau du plan, la Banque nationale, enfin toutes les institutions ici, y compris les centres de recherche académiques, tout pointe dans la même direction. Nous sommes dans le rouge et nous avons une situation aussi dramatique que celle de la France. Donc les finances publiques, c'est un enjeu fondamental parce que si vous n'avez pas des finances publiques en ordre, vous n'avez plus de capacité d'action de l'État. Et on se rend compte que la capacité de l'action de l'État face par exemple à la crise Covid qu'on a eue, face à la crise de l'énergie, c'est l'État qui est intervenu pour en quelque sorte amortir le choc. Eh bien cette capacité d'amortir les chocs, elle va s'atténuer. Et donc la capacité d'action de l'État est
étroitement lié à l'état de ses finances publiques. Donc nous sommes dans une situation tout à fait comparable à celle de la France et nous allons devoir faire des efforts comparables à ce qu'on nous annonce du côté français. Et il faut parler franc, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent savoir et pas ce qu'ils veulent entendre. C'est fini, mais dans les élections, il faut rentrer dans la vérité des discours. Alors, dans votre étude, on pointe aussi les pouvoirs locaux. Pouvoirs locaux, on en a parlé dans l'actualité, dans le sens où certaines banques refusent de donner de l'oxygène, pour prendre le nom du plan, au refinancement, ou en tout cas à l'accompagnement des pouvoirs locaux. Est-ce que là se situe aussi une grande part du problème ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Je crois que vous parlez notamment de fusion des communes, par exemple. Oui, donc ce qu'on constate, ne serait-ce que pour les mandats politiques, on avait déjà observé que le gros des mandats politiques sont concentrés en fait dans les pouvoirs locaux, provinces et villes et communes. Et intercommunales et autres. Et intercommunales. Au niveau des administrations publiques, c'est la même chose. Le gros de l'emploi, 30% en fait des emplois, c'est plus que le fédéral, se trouve au niveau des villes, communes et provinces. Et donc, on doit aussi réfléchir à ce niveau-là, comment on peut réorganiser les choses, rationaliser, tirer les bénéfices des économies d'échelle potentielles. Par exemple, en Flandre, on a intégré les CPAS dans les communes. Cette intégration s'est faite sans détérioration du service. Des études ont été faites récemment par l'Université d'Anvers qui montrent est-ce que la qualité des services s'est détériorée. La réponse est non. Est-ce que les gens ont perdu leur emploi ? Non, mais ils ont été employés sur des emplois qui sont plus des emplois de première ligne plutôt que d'être dans des bureaux. Ils sont maintenant dans les quartiers, en fait, plus proches de la population. Donc, intégrer les CPS dans les services communaux, ça semble être quelque chose qui va se faire au moins pour les petites communes. On a 80% des communes qui sont en dessous de 15 000 habitants chez nous, en Wallonie. Et donc, il va falloir aussi réfléchir aux fusions des communes. On se rend compte que la fusion volontaire, ça ne marche pas vraiment. Même si on donne des carottes, ça ne marche pas vraiment. Donc, on va peut-être envisager des solutions un peu plus directives, en tous les cas, pour des communes en dessous d'un certain seuil, de les obliger ou de les encourager fortement, j'ai envie de dire, par des mécanismes de dotation commune notamment. Ça, c'est la carotte dont dispose la région wallonne, de fortement encourager les petites communes à aller vers des rapprochements et des fusions. Alors, je parle de fusion, c'est tout à fait différent du discours du gouvernement précédent de M. Collignon des supracommunalités. Parce que les supracommunalités, c'est rajouter une couche aux couches déjà existantes. C'est rajouter une couche intermédiaire entre les communes et les provinces et les intercommunales. Et c'est encore un gros bidule qu'on va inventer avec des nouveaux conseils d'administration qui vont coûter très cher et employer beaucoup de gens avec un impact réduit. Jean Hendrix, alors vos études sont quand même un peu des pavés dans la mare, même si, comme vous le dites toujours, ce ne sont que des chiffres. Vous faites des constats. Donc, quelque part, les constats sont parfois plus parlants que tout discours ou appel à la réforme. Donc, vous en avez fait 2. L'obésité des mandats politiques, une réflexion sur les mandats publics, administratifs, etc. Il y en a une 3e qui arrive. La 3e, c'est la fameuse quête des 80% de taux d'emploi, de mettre 80% des gens en âge de travailler à l'emploi. Et donc là, j'annonce à nouveau une analyse très granulaire, donc avec des microdonnées administratives. On va découvrir des choses assez étonnantes et peu connues, notamment que le taux d'emploi chez les hommes est à la baisse. Heureusement, c'est compensé par un taux d'emploi à la hausse chez les femmes. Que le taux d'emploi chez les jeunes est à la baisse, qui est compensé par une hausse du taux d'emploi chez les seniors. Toute une série de choses comme ça. Et dans l'espace, un aspect territorial où les villes ont des taux d'emploi qui sont à la baisse, simplement parce qu'en fait, beaucoup de gens qui vivaient dans les villes sont en train de les quitter pour aller s'installer à la périphérie. Et ça pose des problèmes en fait, de l'appauvrissement progressif des villes qu'il va falloir aussi résoudre. L'administration belge est dans le rouge, une situation que le gouvernement va devoir prendre en main rapidement dès qu'il sera formé. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode avec en prime Christophe Charlot, journaliste chez Trends Tendance, qui nous parlera des alternatives de ChatGPT. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ces derniers jours, nous avons parlé de la campagne CPhoneWeb sur l'authentification à 2 facteurs. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Pour accéder à votre compte, vous devez prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Cela peut se faire de 3 manières ou avec 3 facteurs. Avec quelque chose que vous seul connaissez, votre mot de passe ou votre code PIN, avec quelque chose que vous seul possédez, votre téléphone ou votre digipass,
avec quelque chose que vous êtes, votre empreinte digitale, votre visage ou votre iris. En général, vous utilisez un de ces facteurs, souvent un mot de passe, pour prouver qui vous êtes. Mais il est préférable d'utiliser 2 facteurs ou plus. C'est l'authentification à 2 ou plusieurs facteurs, 2FA ou MFA. Utilisez dès à présent l'authentification à 2 facteurs pour toutes les connexions externes à votre entreprise et tenez les cybercriminels à l'écart. Un guide sur l'authentification à 2 facteurs destiné aux entreprises est disponible à l'adresse suivante @work.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.